l'aéroport de la ville, noyée. Elle va attendre 3 jours avant d'apprendre que sa famille a survécu, juste avant de voir ça. La centrale de Fukushima Daiichi explose par 3 fois. Des fuites radioactives sont projetées sur des dizaines de kilomètres, au hasard des vents. Elle voit ses populations évacuées, des naufragés, des radiations. Elle entend les autorités japonaises minimiser, les responsables de TEPCO mentir, puis s'excuser. C'est ce qui l'a convaincue de revenir au Japon. En France, on nous décrivait un peuple japonais zen face à la crise. Mais dès sa première conversation avec le chauffeur de taxi, Leiko constate qu'elle n'est pas la seule à douter. Est-ce que vous vous considérez suffisamment informé sur la radioactivité ici à Tokyo? Non, on nous cache des choses. Il faut s'informer par soi-même. Il prend l'information par Internet et aussi l'information qui vient de l'étranger. Il n'a pas confiance en... Je n'arrive pas à croire seulement l'information japonaise. 15 jours après la catastrophe, Leiko découvre un Tokyo au ralenti. Les embouteillages ont disparu, des rues presque désertes, et sur le visage des Tokyoïtes, les masques sont plus présents que jamais. Un maigre rempart contre les particules radioactives. Avant de rejoindre sa famille, Leiko a 24 heures à passer à Tokyo. Dans sa chambre d'hôtel, elle est rivée à la télévision, où les reportages sur la centrale et les réfugiés occupent l'antenne. Leiko découvre un pays qui, après des décennies de confiance absolue en l'électricité nucléaire, comprend qu'on l'a trompé. Le gouvernement, jusqu'à maintenant, il disait que c'est l'énergie plus propre. C'est notre avenir. Non, mais c'était pas vrai. C'était pas vrai. Mais nous étions ignorants. Le lendemain matin, Leiko a rendez-vous chez les pionniers de l'antinucléaire au Japon, une ONG qui milite depuis la création des premières centrales en 1970. 10 jours plus tôt, ce sont eux qui ont mesuré les premiers pics de radioactivité à Tokyo et obtenu que l'eau du robinet soit interdite dans les biberons. Bonjour. Je viens de France et je vous ai contacté par email pour voir avec vous comment je peux vous aider à prendre des mesures. Oh, attention, n'entrez pas avec vos chaussures. La tradition locale de se déchausser a un autre avantage, ne pas apporter dans les maisons les particules disséminées sur le sol. Depuis le 11 mars, Ban Hideyuki n'a jamais recruté autant de nouveaux militants. L'association n'a aucun relais sur Sendai où habite la famille de Leiko, c'est pour ça qu'elle les intéresse avec son matériel de mesure. Voilà mon compteur. Mais le problème, c'est qu'il ne donne pas les chiffres que je vois dans le journal en microsievert. Vous connaissez? Non, c'est la première fois que je le vois. Non, avec ça, on ne mesure pas le taux d'irradiation, l'impact sur la santé. Et celui-là? Ah oui, ça c'est mieux. Lui a un modèle plus perfectionné, avec lequel il prend des mesures quotidiennes depuis les explosions. C'est l'occasion de montrer à Leiko comment opérer avec ce matériel. Ces mesures, il les réalise dans plusieurs endroits de la ville et notamment dans un petit parc, juste à côté. Il mesure toujours au même endroit. C'est où? Oui, c'est sur ce lapin. Ah oui. Sur ce lapin, où des enfants viennent jouer chaque jour. Ça monte. Le principe, c'est que les particules radioactives libérées par Fukushima ont été emportées au hasard des vents et des pluies. Ici, le taux de radioactivité dans l'air est 2 fois supérieur à la normale. Mais au sol, c'est 6 fois plus que d'habitude, c'est-à-dire avant l'explosion de centrale. 6 fois plus que la normale, peu dangereux pour un adulte, mais une exposition prolongée peut être nocive pour un enfant. Leiko pense à Sendai et à ses petits-neveux. Et ici, c'est 270 km de Fukushima, mais l'air de Tokyo se stabilise
Mais peut-être la région de Fukushima, c'est encore peut être très pollué. Très pollué, très dangereux. Il est temps de partir. Sendai est à 100 km au nord de la centrale. Pour nous y rendre, nous devons faire un grand détour. Il n'y a plus d'aéroport à Sendai, nous passons par Akita, au nord-ouest, avant de prendre la route vers le sud-est. En chemin, nous passons par les reliefs du nord japonais, un paysage magnifique et non contaminé. Le nuage n'a pas franchi les montagnes. Nous arrivons à Sendai par la côte dévastée. Alors que notre compteur indique que les radiations ont déjà triplé, la radio apporte une bien mauvaise nouvelle. L'Agence internationale de l'énergie atomique annonce avoir découvert des taux de radiation 2 fois supérieurs aux critères d'évacuation, et ce à 40 km de la centrale. 40 km, alors que les autorités n'ont évacué que 20 km autour de la centrale, la contamination s'étend de plus en plus loin. Radiation, tsunami, les deux catastrophes se télescopent. Dans la voiture, le silence se fait. De ces côtes, où elle a passé son enfance, il ne reste rien. C'est la maison de ma meilleure copine. Sa meilleure amie vit aujourd'hui à Tokyo, mais sa famille, elle, essaye de retrouver des affaires personnelles. La seule bonne nouvelle, c'est qu'ils ont tous survécu. Au moment du séisme, en fait, il n'y avait personne. La maison était ici. Donc on a tout perdu et on est tous le camp de réfugiés. Elle pense avec le sourire, c'est une façon de cacher ou parce qu'elle Ouais. Non, c'est la manière en fait très typique japonaise. C'est pour atténuer la douleur, atténuer la tristesse. On préfère sourire. Oui. Ouais. C'est étonnant. Est-ce que, déjà c'est terrible tout ça, est-ce qu'ils pensent aux éventuelles conséquences de Fukushima ici? Je ne sais pas quoi faire. Qu'est-ce qu'on va faire? Comme aujourd'hui aussi un peu de pluie prévu, vaut mieux ne pas sortir, mais comme il y a tellement de choses à faire, on est obligé aussi de faire, et aussi on ne peut pas rester sans rien faire au camp de réfugiés. La pluie, finalement, s'est mise à tomber. C'est elle qui plaque au sol les particules radioactives. Heureusement, l'averse est de courte durée. Juste le temps d'arriver chez les parents de Leiko. Ça, c'est tout, c'est mon cousin, c'est mon tante. Un quartier épargné par la vague meurtrière. Donc, c'est famille, c'est ici. Mes parents. Chez mes parents. Une petite maison traditionnelle où Leiko arrive les bras chargés de nourriture, venue de France. Sa sœur et son père nous accueillent. Elle ne les avait pas vus depuis Noël. Pas d'effusion, des retrouvailles à la japonaise, tout en retenue. Leiko file rejoindre sa mère, traumatisée. Elle est alitée depuis 15 jours. Les vols étaient tous complets. J'ai fait au plus vite. Tu veux continuer à dormir? Non, non, je vais me lever. Je suis avec une équipe de la télé française. Sa mère s'appelle Yoshiko. Elle a 81 ans. Habituellement, elle vit ici seule, avec son mari. Mais depuis le tsunami, ils sont 8 dans la petite maison. Elle accueille son autre fille, son gendre, leurs 3 enfants et petits-enfants, car tous ont eu leur maison du bord de mer détruite. Heureusement, on est vivant. Oui, c'est vrai, vous êtes sains et saufs. Tu sais que ton beau-frère est resté sur le toit pendant 2 jours
2 jours. Oui. Il a attendu que l'eau baisse pour pouvoir revenir. Nous découvrons une famille abasourdie par l'ampleur des catastrophes qui s'accumulent depuis 15 jours. Ton papa, il en pense quoi du nucléaire? Je n'ai jamais pensé qu'il pourrait y avoir un accident grave. Je leur faisais confiance. Ce qui est difficile en fait, c'est qu'on n'y pense pas. C'est un danger invisible, donc on ne le sent pas. Quoi qu'il arrive, je ne déménagerai pas. Ce sont les jeunes qui doivent partir. Ouais. Et toi, justement, si jamais tu apprends que c'est dangereux ici pour la radioactivité, est-ce que tu voudras qu'ils partent? Si mes parents restent ici, moi je reste avec eux. Mais je ne voudrais pas que mon fils reste. Donc je réagirais comme elle, comme ma mère. Très bien. Arigato gozaimasu. Pour rassurer sa mère, Leiko mesure la radioactivité. 0,19, elle est redescendue. Pas de quoi s'inquiéter pour l'instant. Pour la première fois depuis une semaine, les vents sont bien orientés. Les particules de Fukushima ne vont plus vers Sendai, mais vers l'océan. Mais il y a une autre angoisse, la contamination alimentaire. Qu'est-ce que c'est? C'est du curry. C'est ces légumes qu'elle est allée acheter. Non, ce sont des légumes qu'on a achetés bien avant le séisme. C'est donc sans danger. Et à long terme, vous avez peur pour la nourriture? Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Vous feriez quoi en France à notre place? Pour l'instant, les autorités ont seulement interdit à la vente les aliments produits 40 km autour de la centrale. Mais qu'en est-il plus loin? Masao, le cousin de Leiko, cultive justement un potager à 80 km de Fukushima et fournit régulièrement la famille en légumes bio. Par précaution, France 2 refuse que nous approchions autant de la centrale. Leiko, elle, est déterminée. Le lendemain, au petit matin, nous lui avons donc confié une caméra, des combinaisons, Les gants et s'appelle quoi? Charlotte. Son cousin Masao, lui, n'en veut pas. Quand il voit tout ça. Marine. Il pense que non, il n'y a pas de risque. C'est parti pour une campagne de mesure et de collecte sur le chemin de Fukushima. Dans ce secteur, les jardins potagers sont nombreux et importants dans l'alimentation des habitants. Son cousin, lui, cultive des champignons noirs Bon, on est arrivé. dans ce petit sous-bois. Je mettais les protections pour les chaussures. Donc ici, c'est la petite forêt de pin. Ça, c'est les champignons noirs à shiitake. 0,28 sur les champignons, ce n'est pas énorme, mais il les collecte tout de même, afin qu'on puisse les analyser. Dans le champ d'à côté, la radioactivité augmente encore d'un cran.